de l'État a été salué par le Premier ministre. Quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités civiles et militaires étaient à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous allons tout de suite prendre la direction de la France où nous attend Anne-Marie Gomis. Anne-Marie, bonsoir. De la France où nous attend Anne-Marie Gomis. Anne-Marie, bonsoir. De la France où nous attend Anne-Marie Gomis. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue ici dans la capitale française. Vous l'avez dit, le président de la République entame depuis ce dimanche une visite d'État. Le président donc Macky Sall et son épouse sont arrivés à l'aéroport Orly aux alentours de 16h30. Le couple présidentiel a été accueilli par Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique française. Les ressortissants sénégalais étaient également à l'accueil. Retour sur cette ambiance d'accueil avec Aboubakry Kane. Pour leur première visite d'État en France, le président de la République et la première dame ont été accueillis à l'aéroport d'Orly par Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique, ainsi que l'ambassadeur du Sénégal à Paris et celui de la France à Dakar. Après le piquet d'honneur, alors que la nuit avait fini de tomber sur Paris et malgré le froid, la communauté sénégalaise s'était fortement mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Un accueil chaleureux et coloré pour exprimer la fierté de recevoir la plus haute institution de leur pays. Le président de la République, qui a pris le temps de communier avec ses compatriotes venus lui témoigner leur sympathie. Direction ensuite le centre-ville et sur le chemin de l'hôtel, Paris, ville lumière, dévoile toute sa beauté et sa splendeur. Au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, les symboles sont aussi visibles avec les drapeaux du Sénégal et de la France qui trônent sur l'hôtel où le couple présidentiel va résider tout au long de la visite d'État. Il y a été installé par le protocole français. Dans les principales artères de la ville, l'environnement renseigne suffisamment sur l'hôte de la France. Les couleurs du Sénégal sont visibles jusque sur les Champs-Élysées. Et ce sera tout le temps que va durer cette visite d'État du président Macky Sall en France. Le président de la République, donc Macky Sall, en visite d'État de 3 à 4 jours ici en France. Alors, c'est quoi une visite d'État? En somme, c'est le summum dans l'ordre des visites. La visite d'État, c'est donc la consécration des relations entre deux pays. Alors, c'est tout un symbole. Les grandes artères de la capitale, vous allez le voir, françaises, sont pavoisées aux couleurs des drapeaux du Sénégal et de la France, notamment sur les Champs-Élysées. Les deux drapeaux côte à côte au même niveau et c'est tout à l'honneur donc du Sénégal. Alors, quel sens peut-on donner à cette visite d'État? Une première donc depuis 1992, l'ambassadeur du Sénégal en France, son Excellence Bassirou Sène, que nous avons rencontré cet après-midi, nous en parle. Depuis 1992, il n'y a pas eu de visite d'État et celle-ci est la troisième. Et cette visite d'État, c'est une façon pour la France de magnifier l'excellence des relations entre nos deux pays. La visite d'État est l'étape ultime pour prouver à un État, un gouvernement, le degré de considération dans lequel cet État le place. Le Sénégal est déjà honoré en étant invité
en visite d'État en décembre, parce que l'invitation en visite d'État en décembre est la marque aussi la plus élevée parmi les visites d'État. Parce que décembre a cette symbolique de terminer l'année, a cette symbolique d'héberger deux grands événements, aussi les fêtes de Noël que les fêtes de fin d'année. Toutes les grandes rues, les rues les plus représentatives de Paris sont pavoisées aux couleurs de la République du Sénégal. Et c'est l'objet d'émerveillement pour l'ensemble de ces millions de touristes qui défilent à longueur de journée sur les Champs-Élysées. Et c'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur de M. le Président de la République qui a su incarner un leadership, qui a su parler au nom du continent en tant que président du NEPAD, qui défend les grandes causes sur le changement climatique, sur la migration, sur la francophonie. On l'entend au nom du continent et il défend des positions avec dignité, avec beaucoup de responsabilité et de courage. Et pour tout cela, le Sénégal est à l'honneur aujourd'hui en France. Voilà l'ambassadeur du Sénégal ici en France sur le sens de cette visite d'État du président Macky Sall ici en France. Au programme donc demain lundi, le président Macky Sall est attendu à Strasbourg pour visiter Alstom, le numéro 1 mondial dans la fabrication de trains et d'avions. Au retour, il s'arrêtera au musée Quai Branly Jacques Chirac le mardi 20. Honneur militaire aux invalides suivi du cortège d'honneur pour l'Élysée. À l'Élysée justement, il y aura l'accueil tête-à-tête avec son homologue François Hollande, clôturé par la signature d'accords suivi d'une conférence de presse. Voilà, cher Traoré, tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain pour l'évolution de cette visite d'État de Macky Sall ici en France. Voilà, Anne-Marie Gomis, merci. C'est noté. À demain donc pour d'autres développements de cette visite du chef de l'État en France. Le président de la République avait pris part samedi à Abuja à la 50e session ordinaire de la CEDEAO. Un accent particulier a été mis sur la situation politique en Gambie et en Guinée-Bissau. Les défis sécuritaires, les principes de démocratie et de bonne gouvernance étaient aussi au menu des échanges. Envoyé spécial Aboubakry Kane. À Abuja, le président de la République est venu prendre part à la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'ouverture, le président nigérian a d'emblée mis l'accent sur les principes de démocratie et de bonne gouvernance. Muhammadu Buhari a aussi abordé la question du management des conflits, les défis sécuritaires et le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la sous-région. Les discussions étaient également très attendues sur la situation politique en Gambie et en Guinée-Bissau. Et la présidente en exercice de la CEDEAO de rendre compte de la mission qu'elle avait dirigée le 13 décembre à Banjul. Dans un effort de médiation, la mission a pu rencontrer les différentes parties pour une résolution qui respecterait la volonté du peuple gambien. The mission was successful in its consultative effort. La mission donc a réussi dans son effort de consultation à rencontrer le président élu et tous les autres acteurs concernés. Il est now important que le sommet, notre conférence, examine les mesures qui ont été recommandées pour porter cette question à une bonne conclusion avant le 19 janvier, date prévue par la Constitution où le mandat du président sortant arrive à expiration. Pour ce qui est de l'impasse permanente en Guinée-Bissau, Ellen Johnson-Sirleaf s'est félicitée du dialogue de relance qui a abouti à un agenda consensuel et un accord dit de Conakry. Au menu des discussions également, la transformation urgente des économies et les échanges intra-régionaux jugés faibles au vu des objectifs relatifs à une intégration régionale. La CEDEAO s'est aussi penchée sur la stratégie à adopter pour l'élection de candidats au poste de l'Union africaine.
Présent justement à Abuja, le professeur Abdoulaye Bathily s'est prononcé sur les enjeux du poste et le travail qui attend le futur président de la Commission de l'Union africaine. Notre compatriote est candidat à ce poste, mais il n'est pas un candidat de circonstance, a-t-il précisé. Son profil, son parcours et son engagement pour l'Afrique sont des atouts à faire valoir. Nous l'écoutons au micro d'Aboubakry Kane. Je suis un candidat pour insuffler une nouvelle dynamique à la Commission de l'Union africaine et mettre en œuvre ma vision au service du continent sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à faire. Les questions qui préoccupent aujourd'hui le continent africain, c'est les questions de paix et de sécurité, sur lesquelles je travaille depuis des décennies, non seulement à titre professionnel, depuis des années, mais également au titre de l'Union africaine elle-même, dont j'ai été représentant spécial, dont j'ai été envoyé spécial et membre de plusieurs groupes qui ont eu à gérer les conflits. Mais également au titre des Nations Unies, bien sûr, ces 3 dernières années, en tant que représentant spécial adjoint au Mali, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les 11 pays d'Afrique centrale. C'est des questions aujourd'hui qui sont à ma portée, que je maîtrise suffisamment. Donc au-delà des questions de paix et de sécurité, il y a les questions du développement économique. Aujourd'hui, il faut voir sur le plan économique ce qui doit être entrepris au titre du continent dans son ensemble. Il y a des questions transversales, par exemple les questions des infrastructures, les questions de l'énergie. Mais il y a aussi des questions politiques globales qui se posent au continent africain aujourd'hui. La problématique de la démocratie, ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes régions nous renseigne sur la nécessité aujourd'hui pour l'Afrique de s'engager de manière irréversible dans le processus démocratique. Il y a également la question des femmes, la question des jeunes. Et c'est grâce à l'intégration économique régionale, la libre circulation des personnes et des biens, l'industrialisation du continent, la modernisation de l'agriculture qu'on peut trouver de manière durable du travail aux jeunes. Et également les femmes qui sont les victimes de toutes les discriminations. Les chantiers sont énormes, les chantiers sont vastes et il faut aujourd'hui un leadership énergique. Pas pour faire le travail comme avant, mais un leadership inventif, un leadership dynamique pour que l'Afrique soit au diapason aujourd'hui des interpellations du monde contemporain. Nous devons avoir une commission avec un leadership qui peut répondre aujourd'hui aux besoins du continent, mais aussi dialoguer de manière responsable et de manière appropriée et en toute connaissance de cause avec nos partenaires extérieurs. Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de l'Union africaine, qui était présent donc à Abuja au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Ici au Sénégal, la commune de Yoff a étrenné son nouveau quai de pêche d'un coût global de 400 millions de francs CFA. Après 8 mois de travaux, ce quai de pêche baptisé Seydina Limamou Laye vient d'être livré aux populations de Yoff qui se sont fortement mobilisées pour remercier le président Macky Sall. Le joyau a été inauguré par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. C'est un reportage de signé Aminata Mbengue Fall. L'acte est symbolique. Le Premier ministre vient ainsi de procéder à l'inauguration du quai de pêche Seydina Limamou Laye après 8 mois de travaux. Un bâtiment qui compte un bloc accueil administration, un laboratoire de contrôle des produits halieutiques, 50 cantines en plus d'un parking pour les camions frigorifiques. Bref, les pêcheurs yoffois peuvent désormais mener leurs activités dans les meilleures conditions. Ainsi, un accueil chaleureux a été réservé à leur hôte du jour. Depuis 1972, 44 ans, Yoff mu ngi xaar bés bu mel ni. Depuis 1972, Yoff attendait son quai de pêche. Quai de pêche am mais ma fàttali leen ne son excellence le président Macky Sall. Aujourd'hui, Yoff a son propre quai de pêche. Pour rappel, dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall l'avait promis. Aujourd'hui, c'est chose faite. Tey seen quai de pêche mi ngi seen loxo ñu ngi nuyu di remercier bu baax suñu collègue suñu xarit
Nous remercions également le ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Il venait souvent s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est pourquoi il nous a livré le quai à temps. Pour effectivement respecter délai de livrer du dans les 8 mois. D'un coût global de 400 millions de francs CFA, ce quai de pêche sonne comme une récompense pour le village des pêcheurs de Yoff. Son site de débarquement assure 45% des mises à terre de la région de Dakar. La région de Dakar abrite en effet 11 sites ou villages de pêcheurs lébou, plus de 15 000 pêcheurs, 520 marailleurs et plus de 4 000 femmes actives dans la filière artisanale de transformation des produits et du micro-maraîchage. La région de Dakar, c'est aussi un parc piroguier de 3686 unités de pêche qui assure une production de 44 000 tonnes par an pour une valeur commerciale estimée à plus de 18 milliards. Donc Dakar Gatchengalama 18 milliards de dougal ci économie du Sénégal du secteur de la pêche. C'est également le département de Dakar une place privilégiée car il polarise 70% des débarquements de la région avec en tête le site de débarquement de Yoff qui assure 45% de ses mises à terre. Pour remercier le président Macky Sall, les acteurs de la pêche de Yoff lui ont tout simplement offert cette pirogue. Une semaine après la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Ndiassane a organisé son gamou. L'événement coïncide avec le 8e jour de cette naissance. Le gamou de Ndiassane rassemble beaucoup de fidèles venus de différentes contrées. Thème de cette édition, lutte contre le terrorisme, Seydina Mfal. Gamou Ndiassane, édition 2016. Ce dimanche, venant de partout, les pèlerins ont rallié la cité religieuse. Certains se sont installés depuis plusieurs jours. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'événement. Nous avons prévu donc des PMA, donc des postes médicaux avancés qui sont déjà en place et suffisamment bien équipés. Donc toute personne qui se sente donc mal à l'aise peut se retrouver au niveau de ces postes médicaux avancés qui sont venus donc en renfort donc au poste sanitaire qui se trouve ici à Ndiassane. Nous avons également prévu du point de vue de la sécurité également le dispositif de la gendarmerie, vraiment l'effectif est au complet. Ils sont à pied d'œuvre bien avant même le gamou. Cette année, le thème du gamou à Ndiassane s'articule autour de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit aujourd'hui de l'éradiquer, le terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous réaffirmons notre adhésion à la lumineuse idée du président Macky Sall qui, devant ses pairs, a plaidé pour une conscience universelle. Il s'agit, au-delà de nos frontières, par-delà nos clivages, de conjuguer nos efforts. Des visites de courtoisie, récital de Coran, tous ces pèlerins sont venus célébrer le gamou à Ndiassane et recueillir des prières. Voilà, le gamou de Ndiassane, c'est donc ce dimanche, cette nuit, donc beaucoup de pèlerins sont sur place. Le gamou de Ndiassane, je vous rappelle, donc coïncide avec le 8e jour des commémorations de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le nombre d'accidents impliquant des bus de transport interurbain ne cesse d'augmenter. Les accidents mortels qui surviennent souvent la nuit. Faudrait-il interdire la circulation nocturne de ces bus qui posent beaucoup de questions? Plus généralement, des attitudes inacceptables au volant. L'indiscipline et le non-respect du code sont à l'origine de beaucoup d'accidents. Ajoutez-y l'état technique de certaines voitures pour comprendre qu'il est temps d'appuyer le frein. Bus de sinistre nuit, c'est une chronique signée Omar Diaw. À chaque fois que la route fait tristement parler d'elle, c'est le temps d'oublier les mois généralisés et la consternation. Et dans le flot tempétueux des commentaires fatalistes, justes ou approximatifs, s'ils ne sont pas dictés par un haut-le-cœur, on se rend compte que tout le monde, au moins la grande majorité, comprend ce qui se passe. Le diagnostic est dressé depuis longtemps. Entre-temps, du temps s'est écoulé. Des milliers d'autres kilomètres ont été parcourus.
toujours avec un tribut de sang plus lourd. Le parc automobile a grossi, devenant plus hétéroclite. À la question du nombre s'ajoutent d'autres éléments explicatifs mais pas justificatifs. Car au fond, rien ne peut justifier un accident si et seulement si les règles du code que l'on passe avant le permis sont rigoureusement respectées. Par contre, ces drames, on peut toujours tenter de les expliquer sans jamais avoir raison. Tout ce qui s'explique d'ailleurs ne se justifie pas. Lâchons le frein et avançons pour constater que les bus l'on croise dans le transport interurbain pose un certain nombre d'interrogations. D'où viennent-ils? À qui appartiennent-ils? Quel est leur âge? Leur état technique? À quelle vitesse roulent-ils? Leur charge utile? Sur une route sans fin, il n'est pas rare de se faire dépasser par un de ces mastodontes alors que votre compteur flirte avec les 100 km/h. Le coup de vent qu'il génère sur les flancs de votre petite auto peut même vous envoyer dans le décor. Une telle masse, quand elle se déplace, produit une énergie cinétique considérable, d'autant plus importante que la vitesse est élevée et comporte une quantité de mouvement fatal en cas de choc. Qui absorbera les forces en présence? Les infortunés passagers, broyés dans les rêves de leur sommeil définitif. À ces considérations de cinématique, ajoutez la répartition faussée des charges sur ces véhicules surchargés verticalement et vous aurez le centre de gravité déplacé ailleurs qu'au bon endroit. Or, c'est lui qui détermine l'équilibre ou alors le mortel déséquilibre. Dans certaines conditions, rien ne peut empêcher le véhicule de se rendre. Voilà, bus de sinistre nuit, c'était la chronique de Oumar Diaw. Identifier les rôles et contributions respectifs du secteur judiciaire et notamment de la direction de l'administration pénitentiaire et proposer des pistes d'action accompagnées d'initiatives sur le suivi judiciaire en milieu carcéral. C'est le thème de l'atelier qui a réuni l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, le CICR, l'administration pénitentiaire et les acteurs de la justice à Ziguinchor. Moussa Mané. Cet atelier de Ziguinchor fait suite à une série d'activités conjointes entre l'ONLP et le CICR tenues depuis 2013 dans quelques régions du pays. Il s'agit d'identifier les rôles et contributions respectives du secteur judiciaire et notamment de la direction de l'administration pénitentiaire, mais surtout proposer des pistes d'action et initiatives sur le suivi judiciaire en milieu carcéral. On a pensé venir à Ziguinchor pour rassembler les cadres de l'administration pénitentiaire des 3 régions naturelles de la Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, pour restituer les travaux des différents ateliers qu'on a eu à faire depuis 2013 sur la situation carcérale au Sénégal. Ces différents rapports ont surtout constaté, entre autres, une surpopulation carcérale. Amener les juges à quand même voir dans quelle mesure on peut quand même veiller à mettre en place des peines alternatives autres que la prison. Cet atelier-là, c'est justement, vise justement à proposer des pistes d'action et avoir une réflexion, une analyse commune pour se mettre d'accord, se convenir sur un certain nombre d'engagements pratiques, concrets, mesurables, qui vont dans la direction de l'amélioration des conditions de détention et dans le plein respect des droits des détenus au Sénégal. La prise en charge des détenus par le système judiciaire pose de nombreux défis et conduit dans certains cas à des longues détentions préventives. La réflexion doit tourner autour de la recherche de solutions pratiques pour le système carcéral sénégalais, afin qu'il remplisse mieux les standards domestiques et internationaux minimums. Déjà, beaucoup d'initiatives sont prises par la DAP pour permettre aux détenus de mieux s'insérer dans des activités génératrices de revenus. Les efforts qui ont été faits en termes d'amélioration des conditions de vie dans l'existant actuel, c'est-à-dire l'amélioration de l'alimentation, l'amélioration du couchage, l'amélioration de la prise en charge sanitaire et aussi des efforts en termes d'occupation des détenus pour leur trouver des activités. C'est dans ce sens qu'on a eu à mettre en place certaines structures comme la boulangerie qui vient d'être inaugurée, comme la convention qu'on vient de signer avec le programme des domaines agricoles communautaires, qui a démarré dans cette zone-là avec la prison de Sédhiou, qui a été la première des prisons à démarrer concrètement le travail avec le PRODAC. Il s'agit donc durant cet atelier de 3 jours de rappeler les règles minimales de traitement des personnes privées de liberté, d'identifier les obstacles éventuels à leur mise en œuvre en milieu carcéral. Réfléchir sur le rôle de la DAP dans le suivi des détentions provisoires en matière correctionnelle. Des propositions d'action seront formulées à l'intention de la DAP et du secteur judiciaire de manière générale.
Malgré les épreuves, le parti Andijef PADS authentique se déclare plus fort que jamais. La formation dirigée par Landing Savané va d'ailleurs vers un congrès national prévu en 2017. AJ-PADS authentique s'est aussi prononcé sur la situation politique nationale et internationale. C'était lors de la session ordinaire du bureau politique réuni samedi. Philomène Constance Diagne. C'est à son siège, aux HLM Grand Yoff, que le secrétaire général d'Andijef PADS authentique et ses camarades se sont retrouvés. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette session ordinaire relative à la vie du parti qui s'achemine vers un congrès. Mais avant... Naturellement, les organisations de femmes et de jeunes auront à organiser leurs conférences spécifiques, en particulier la conférence nationale des jeunes et la conférence nationale des femmes. Nous allons dès le début de l'année ouvrir une campagne de renouvellement des cartes de membres pour l'année 2017. Autres sujets qui ont intéressé le bureau politique, les prochaines élections législatives. Le parti s'est réjoui de la rencontre du président Macky Sall avec l'opposition. Les réalisations du gouvernement ont aussi été saluées. Nous saluons tous les efforts accomplis par le gouvernement pour améliorer la situation dans le monde rural, notamment par des programmes comme le PRACAS et le PUDC. L'actualité internationale n'a pas été en reste, surtout la crise politique en Gambie. Nous espérons bien qu'avec les pressions de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, nous arriverons à une transition pacifique qui permettra au peuple gambien de vraiment poursuivre sa voie en avant, sa marche en avant dans la démocratie et dans la paix. Le gouvernement du Sénégal a plus de vigilance pour la protection des Sénégalais en Gambie et partout dans le monde. Hors de chez nous, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Ils doivent choisir 250 députés parmi 1337 candidats. Le scrutin s'est déroulé de manière apaisée sur l'ensemble du territoire malgré la faible affluence des électeurs. Anaïs Nyanyamane. Les Ivoiriens élisaient ce dimanche leurs députés. Un scrutin dont le président Alassane Ouattara attend une solide majorité pour achever son deuxième et dernier mandat. Cette fois, la coalition RHDP au pouvoir n'est pas seule en lice. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait face à une fraction du Front populaire ivoirien FPI conduite par Pascal Affi-N'Guessan. L'autre fraction du parti de Laurent Gbagbo sous la houlette d'Aboudraman Sangaré a boycotté le scrutin. À Cocody ou à Port-Boué, les bureaux de vote ont été ouverts avec du retard. Dans ce pays, on note plus de 6,2 millions d'inscrits. Ils étaient appelés ce dimanche à choisir les 255 députés parmi 1337 candidats. Ce scrutin est le premier de la Troisième République ivoirienne après l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre dernier. Une initiative du président Ouattara, réélu un an auparavant pour un deuxième et dernier mandat. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard mercredi, mais dès ce soir, des résultats provisoires pourraient tomber d'après la commission électorale indépendante. Ce dimanche, la rubrique Découverte nous invite à un voyage en Turquie, direction Antalya, une des stations balnéaires les plus fréquentées au monde. Antalya dispose d'un musée archéologique qui attire la curiosité. Les divinités gréco-romaines, la vie des Ottomans, entre autres, sont au menu des expositions. La rubrique Découverte est signée notre envoi spécial à Antalya, en Turquie, Kumba Djakhatemar. Antalya, nous sommes au sud de la Turquie, dans la capitale touristique de la côte méditerranéenne. Antalya, une station balnéaire connue pour ses sites qui invitent à la découverte. Parmi eux, le musée archéologique, un riche patrimoine issu de différents lieux antiques. Il y a à peu près 40 sites antiques ici et les objets trouvés, les trouvailles, ils sont exposés ici au musée archéologique d'Antalya et à peu près il y en a 40 000 objets archéologiques, mais parce qu'il n'y a pas assez de place pour les exposer, on peut exposer seulement 4 000 objets et
Alors, en Anatolie, il y a plusieurs sites antiques parce que notre pays a une histoire très ancienne. Des bijoux, des armes, de la vaisselle, bref, une collection d'objets qui illustrent la vie des Ottomans. Plus loin, on retrouve Apollon, Zeus, Aphrodite. Bienvenue dans la salle des dieux grecs et des empereurs romains, symbolisés ici par d'impressionnantes statues. Donc, on est maintenant devant les statues de Héracle. C'est l'une des personnalités célèbres et vraiment connues dans l'Empire romain. Donc, c'est la vie de cet empire. En plus, comment ils vivent cette période, c'est vraiment intéressant pour nous. Je pense que la civilisation romaine a fait beaucoup pour l'humanité. Il y a des statues gréco-romaines qui sont parmi les plus grands et parmi les plus grands du monde, comme pour les divinités grecques par exemple. Mais il y a aussi les ossements de Saint-Nicolas par exemple, ici dans cette place spéciale, ou bien des sarcophages romains, des sarcophages lyciens et plusieurs trouvailles de différentes époques. Sur plus de 40 000 objets collectés, seul le 10e est exposé, faute d'espace, et pourtant le musée s'étend sur 2 étages avec 13 grandes salles d'exposition et une galerie en plein air. Voilà, Antalya, une cité balnéaire à visiter si vous avez la chance de vous rendre en Turquie, n'est-ce pas, Koumba Diartemar? Merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Qui défend les grandes causes sur le changement climatique, sur la migration, sur la francophonie. On l'entend au nom du continent et il défend des positions avec dignité, avec beaucoup de responsabilité et de courage. Et pour tout cela, le Sénégal est à l'honneur aujourd'hui en France. Voilà l'ambassadeur du Sénégal ici en France sur le sens de cette visite d'État du président Macky Sall ici en France. Au programme donc demain lundi, le président Macky Sall est attendu à Strasbourg pour visiter Alstom, le numéro 1 mondial dans la fabrication de trains et d'avions. Au retour, il s'arrêtera au musée Quai Branly Jacques Chirac le mardi 20, honneur militaire aux invalides suivi du cortège d'honneur pour l'Élysée. À l'Élysée justement, il y aura l'accueil tête-à-tête avec son homologue François Hollande, clôturé par la signature d'accords suivi d'une conférence de presse. Voilà, cher Traoré, tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain pour l'évolution de cette visite d'État de Macky Sall ici en France. Voilà, Anne-Marie Gomis, merci. C'est noté. À demain donc pour d'autres développements de cette visite du chef de l'État en France. Le président de la République qui avait pris part samedi à Abuja à la 50e session ordinaire de la CEDEAO. Un accent particulier a été mis sur la situation politique en Gambie et en Guinée-Bissau, les défis sécuritaires, les principes de démocratie et de bonne gouvernance étaient aussi au menu des échanges. Envoyé spécial Aboubakry Kane. À Abuja, le président de la République est venu prendre part à la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'ouverture, le président nigérian a d'emblée mis l'accent sur les principes de démocratie et de bonne gouvernance. Muhammadu Buhari a aussi abordé la question du management des conflits, les défis sécuritaires et le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la sous-région. Les discussions étaient également très attendues sur la situation politique en Gambie et en Guinée-Bissau. Et la présidente en exercice de la CEDEAO de rendre compte de la mission qu'elle avait dirigée le 13 décembre à Banjul. Dans un effort de médiation, la mission a pu rencontrer les différentes parties pour une résolution qui respecterait la volonté du peuple gambien. The mission was successful in its consultative effort
La mission donc a réussi dans son effort de consultation donc à rencontrer le président élu et tous les autres acteurs concernés. Il est now important que le sommet, notre conférence, examine les mesures qui ont été recommandées pour porter cette question à une bonne conclusion avant le 19 janvier, date prévue par la Constitution où le mandat du président sortant arrive à expiration. Pour ce qui est de l'impasse permanente en Guinée-Bissau, Ellen Johnson-Sirleaf s'est félicitée du dialogue de relance qui a abouti à un agenda consensuel et un accord dit de Conakry. Au menu des discussions également, la transformation urgente des économies et les échanges intra-régionaux jugés faibles au vu des objectifs relatifs à une intégration régionale. La CEDEAO s'est aussi penchée sur la stratégie à adopter pour l'élection de candidats au poste de l'Union africaine. Présent justement à Abuja, le professeur Abdoulaye Bathily s'est prononcé sur les enjeux du poste et le travail qui attend le futur président de la Commission de l'Union africaine. Notre compatriote est candidat à ce poste, mais il n'est pas un candidat de circonstance, a-t-il précisé. Son profil, son parcours et son engagement pour l'Afrique sont des atouts à faire valoir. Nous l'écoutons au micro d'Aboubakry Kane. Je suis un candidat pour insuffler une nouvelle dynamique à la Commission de l'Union africaine et mettre en œuvre ma vision au service du continent sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à faire. Les questions qui préoccupent aujourd'hui le continent africain, c'est les questions de paix et de sécurité, sur lesquelles je travaille depuis des décennies, non seulement à titre professionnel, depuis des années, mais également au titre de l'Union africaine elle-même, dont j'ai été représentant spécial, dont j'ai été envoyé spécial et membre de plusieurs groupes qui ont eu à gérer les conflits. Mais également au titre des Nations Unies, bien sûr, ces 3 dernières années, en tant que représentant spécial adjoint au Mali, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les 11 pays d'Afrique centrale. C'est des questions aujourd'hui qui sont à ma portée, que je maîtrise suffisamment. Donc au-delà des questions de paix et de sécurité, il y a les questions du développement économique. Aujourd'hui, il faut voir sur le plan économique ce qui doit être entrepris au titre du continent dans son ensemble. Il y a des questions transversales, par exemple les questions... Au Faubourg Saint-Honoré, les symboles sont aussi visibles, avec les drapeaux du Sénégal et de la France qui trônent sur l'autel où le couple présidentiel va résider tout au long de la visite d'État. Il y a été installé par le protocole français. Dans les principales artères de la ville, l'environnement renseigne suffisamment sur l'hôte de la France. Les couleurs du Sénégal sont visibles jusque sur les Champs-Élysées. Et ce sera tout le temps que va durer cette visite d'État du président Macky Sall en France. Le président de la République, donc Macky Sall, en visite d'État de 3 à 4 jours ici en France. Alors, c'est quoi une visite d'État? En somme, c'est le summum dans l'ordre des visites. La visite d'État, c'est donc la consécration des relations entre 2 pays. Alors, c'est tout un symbole. Les grandes artères de la capitale, vous allez le voir, françaises, sont pavoisées aux couleurs des drapeaux du Sénégal et de la France, notamment sur les Champs-Élysées. Les 2 drapeaux côte à côte au même niveau, et c'est tout à l'honneur donc du Sénégal. Alors, quel sens peut-on donner à cette visite d'État? Une première donc depuis 1992, l'ambassadeur du Sénégal en France, son Excellence Bassirou Sène, que nous avons rencontré cet après-midi, nous en parle. Depuis 1992, il n'y a pas eu de visite d'État et celle-ci est la 3e. Et cette visite d'État, c'est une façon pour la France de magnifier l'excellence des relations entre nos 2 pays. La visite d'État est l'étape ultime pour prouver à un État, un gouvernement, le degré de considération dans lequel cet État le place.
Le Sénégal est déjà honoré en étant invité en visite d'État en décembre, parce que l'invitation en visite d'État en décembre est la marque aussi la plus élevée parmi les visites d'État. Parce que décembre a cette symbolique de terminer l'année, a cette symbolique d'héberger deux grands événements, aussi les fêtes de Noël que les fêtes de fin d'année. Toutes les grandes rues, les rues les plus représentatives de Paris sont pavoisées aux couleurs de la République du Sénégal. Et c'est l'objet d'émerveillement pour l'ensemble de ces millions de touristes qui défilent à longueur de journée sur les Champs-Élysées. Et c'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur de M. le Président de la République qui a su incarner un leadership, qui a su parler au nom du continent en tant que président du NEPAD. Les infrastructures, les questions de l'énergie, mais il y a aussi des questions politiques globales qui se posent au continent africain aujourd'hui. La problématique de la démocratie, dans ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes régions, nous renseigne sur la nécessité aujourd'hui pour l'Afrique de s'engager de manière irréversible dans le processus démocratique. Il y a également la question des femmes, la question des jeunes, et c'est grâce à l'intégration économique régionale, la libre circulation des personnes et des biens, l'industrialisation du continent, la modernisation de l'agriculture qu'on peut trouver de manière durable du travail aux jeunes. Et également les femmes qui sont les victimes de toutes les discriminations. Les chantiers sont énormes, les chantiers sont vastes et il faut aujourd'hui un leadership énergique. Pas pour faire le travail comme avant, mais un leadership inventif, un leadership dynamique pour que l'Afrique soit au diapason aujourd'hui des interpellations du monde contemporain. Nous devons avoir une commission avec un leadership qui peut répondre aujourd'hui aux besoins du continent, mais aussi dialoguer de manière responsable et de manière appropriée et en toute connaissance de cause avec nos partenaires extérieurs. Le professeur Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de l'Union africaine, qui était présent donc à Abuja au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Ici au Sénégal, la commune de Yoff a étrenné son nouveau quai de pêche d'un coût global de 400 millions de francs CFA. Après 8 mois de travaux, ce quai de pêche baptisé Seydina Limamou Laye vient d'être livré aux populations de Yoff qui se sont fortement mobilisées pour remercier le président Macky Sall. Le joyau a été inauguré par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. C'est un reportage de signé Aminata Mbengue Fall. L'acte est symbolique. Le Premier ministre vient ainsi de procéder à l'inauguration du quai de pêche Seydina Limamou Laye après 8 mois de travaux. Un bâtiment qui compte un bloc accueil administration, un laboratoire de contrôle des produits halieutiques, 50 cantines en plus d'un parking pour les camions frigorifiques. Bref, les pêcheurs yoffois peuvent désormais mener leurs activités dans les meilleures conditions. Ainsi, un accueil chaleureux a été réservé à leur hôte du jour. Depuis 1972, 44 ans, Yoff mu ngi xaar bés bu mel ni. Depuis 1972, Yoff attendait son quai de pêche. De l'État a été salué par le Premier ministre. Quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités civiles et militaires étaient à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous allons tout de suite prendre la direction de la France où nous attend Anne-Marie Gomis. Anne-Marie, bonsoir. De la France où nous attend Anne-Marie Gomis. Anne-Marie, bonsoir. De la France où nous attend Anne-Marie Gomis. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue ici dans la capitale française. Vous l'avez dit, le président de la République entame depuis ce dimanche une visite d'État. Le président donc Macky Sall et son épouse sont arrivés à l'aéroport Orly aux alentours de 16h30. Le couple présidentiel a été accueilli par Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique française. Les ressortissants sénégalais étaient également à l'accueil. Retour sur cette ambiance d'accueil avec Aboubakry Kane. Pour leur première visite d'État en France,
Le président de la République et la première dame ont été accueillis à l'aéroport d'Orly par Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique, ainsi que l'ambassadeur du Sénégal à Paris et celui de la France à Dakar. Après le piquet d'honneur, alors que la nuit avait fini de tomber sur Paris et malgré le froid, la communauté sénégalaise s'était fortement mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Un accueil chaleureux et coloré pour exprimer la fierté de recevoir la plus haute institution de leur pays. Le président de la République, qui a pris le temps de communier avec ses compatriotes venus lui témoigner leur sympathie. Direction ensuite le centre-ville et sur le chemin de l'hôtel, Paris, ville lumière, dévoile toute sa beauté et sa splendeur. Au 112 rue du